Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec Maths Matrice. C'est un wikibook. On va travailler dans le chapitre produits scalaires. Cette fois-ci, ça va être le nombre de lignes. La matrice a plus de colonnes que de lignes. Alors ici, ce sont les fichiers H que je vous demande de sélectionner. Alors on va voir le premier exemple. On va commencer par lire ce texte. Alors, nous pouvons observer que les dernières colonnes ne correspondent pas toujours aux valeurs, ne correspondent pas aux valeurs données par octave. D'accord ? Quand on va faire des calculs, on verra que des colonnes ont des colonnes différentes d'octave. Ces valeurs correspondent aux variables libres introduites lors de l'algorithme. D'accord ? On va pour résoudre ce problème, on utilise Gauss-Jordan et on va introduire des variables libres pour résoudre l'algorithme. Malgré cela, nous allons voir que nous pourrons calculer la fonction pseudo-inverse de ces matrices. Alors même si nos valeurs n'ont pas les mêmes valeurs qu'octave, on va quand même obtenir la matrice pseudo-inverse, d'accord ? Et là, on aura la matrice pseudo-inverse la même que octave, d'accord ? Donc ça, c'est bon. Alors, on va faire le premier exemple ici. Alors, un cas particulier, c'est quand il n'y a qu'une seule colonne de plus, hein, une matrice 5 lignes à 6 colonnes, matrice 3 lignes à 4 colonnes. Quand il y a une colonne de plus, ça donne exactement le même résultat qu'octave. Ça commence que s'il y a deux colonnes de plus. Donc là, on va voir avec 3, et là, il y a un exemple avec 4, mais dès qu'il y a plus d'une colonne supplémentaire, on n'a plus les mêmes résultats dans les dernières colonnes. Les premières colonnes sont identiques. C'est ce qui est expliqué. Ces valeurs correspondent aux variables libres introduites lors de l'algorithme. D'accord ? Quand j'introduis des variables libres pour résoudre le système d'équations, il n'est pas capable de donner le même résultat qu'octave. Par contre, les calculs continuent à être corrects. C'est-à-dire qu'on va retrouver la matrice A et on va être capable de calculer la matrice pseudo-inverse. Donc on va avoir, alors là, elle va avoir deux colonnes de plus que de lignes. Tous les exemples vont être de ce type, avec deux colonnes de plus que de lignes. Voilà. Donc là, elle a 4 lignes, donc elle a 6 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, 3 colonnes de plus. Voilà. Ici, il y a 3 colonnes de plus. D'accord ? C'est 3 colonnes de plus, ce n'était pas 2. Donc là, on voit notre truc. Donc là, on a notre matrice qui a 3 colonnes de plus que de lignes. Alors, on va voir ici, il y a U, donc on va calculer U. Voilà, donc on voit U, hein, c'est les mêmes valeurs, 79, 339, 79, 340, la 29, 66, la 29, 67. Donc on a les mêmes valeurs pour le U. Alors pour les matrices diagonales, on a les mêmes valeurs. Parfois, il y a un changement de signe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais parfois les valeurs singulières ont un changement de signe. D'accord ? Par rapport à celle de octave, là c'est bon, on a les mêmes. Et c'est ici que le problème apparaît. Donc ici, les 4 premières colonnes sont bonnes, sont les mêmes que octave. Si vous regardez les 4 premières colonnes, non, il y a 3 colonnes de plus. Donc les 3 derniers, alors, B, il est là. Alors celle-là, elle est bonne, on la voit. Celle-là, elle est bonne, on la voit.
Celle-là, elle est bonne, elle la voit. Celle-là, elle est bonne, on la voit. Et là, c'est les 3 dernières colonnes. Voilà. Les 3 dernières colonnes ne sont pas du tout le truc. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'introduis des variables libres, ce qui me donne des zéros dans mes matrices. Et lui, Octave réussit à ne pas avoir, il doit utiliser un algorithme différent. Il n'a pas les zéros. Par contre, quand je vais utiliser cette matrice pour calculer le pseudo-inverse, j'aurai quand même le même résultat qu'Octave. D'accord? Donc là, c'est bon. Hein? On va juste voir le code. On va juste voir le code. Bon, ça, on va le fermer. Ce sera plus facile. Alors, ici, il y a la fonction SVD, d'accord, qui permet de calculer U. Mais cette fois-ci, il faut utiliser A. Pour SVD, pour calculer V, il faut choisir A aussi, d'accord. Par contre, pour les valeurs singulières, il faut choisir AT, d'accord. Il ne faut plus choisir A. C'est parce que pour calculer les valeurs singulières, ça ne fonctionne que pour mon algorithme à moi, ne fonctionne que quand il y a plus de lignes que de colonnes. Et comme là, on est des matrices où il y a plus de colonnes que de lignes, il faut prendre la transposée de A, d'accord. C'est pas grave parce que les valeurs que je n'ai pas sont nulles, d'accord. Dans cette matrice-là, je n'obtiens pas la liste des valeurs nulles. Mais comme elles sont nulles, ça n'a pas d'importance, d'accord. Donc là, c'est bon. Alors là, je voulais juste vous faire une petite remarque. Vous voyez, ce système... je vais le garder. Dans ce système-là, on veut résoudre ce problème-là, d'accord. Et on voit que le système est bien construit, c'est-à-dire qu'il y a plus de colonnes que de lignes, d'accord. On peut dire que le système est bien construit. Par contre, et là, c'est quand on utilise, qu'on travaille avec la matrice qui a plus de colonnes que de lignes. On met A, d'accord. Là, je vais essayer de vous donner un moyen mémotechnique de vous rappeler que quand il y a plus de colonnes que de lignes, on met A. On va prendre le 3 ici. Non, je me suis trompé de ligne. Voilà. On va prendre celui-là. Et vous voyez, quand on travaille ici avec ce système-là, d'accord, là, on peut dire que le système est bien construit. Hein, on va travailler avec Gauss-Jordan pour résoudre le problème. La méthode pour calculer les vecteurs U, il faut utiliser Gauss-Jordan, d'accord. Là, on dit que le système est bien construit. Là, il est évident que le système n'a pas l'air correct pour appliquer Gauss-Jordan. Gauss-Jordan, il va mettre ici des valeurs, et en dessous, il va mettre que des zéros. Hein, c'est la méthode 0 sous le pivot, d'accord. Alors c'est pour ça que quand on a plus de lignes que de colonnes, ici on prend la transposée. Parce que si vous prenez la transposée, vous avez une matrice de ce type bien construite, d'accord. Alors que là, quand il y a plus de lignes que de colonnes, la matrice est mal construite pour appliquer une fonction Gauss-Jordan, d'accord. Et justement ici, on va appliquer une fonction Gauss-Jordan, une version de Gauss-Jordan. Et donc, si on mettait B, on l'appliquerait sur cette valeur. Ça n'a pas l'air très correct. Par contre, si on prend la transposée, on va se retrouver avec une matrice comme ça, et là, c'est correct. D'accord. C'est pourquoi, quand il y a N, quand il y a R ici, plus de lignes que de colonnes, on prend la transposée. Et quand il y a plus de colonnes que de lignes, on met A. Parce que A est bien construite, d'accord, A est bien construite, et B, ici, il est mal construite, c'est pour ça qu'on en prend la transposée. Donc ça c'est donc un moyen mémotechnique pour vous rappeler que quand vous travaillez avec R, d'accord, le plus de lignes que de colonnes, la transposée, simplement pour que la matrice
la matrice soit bien présente. Bien présentée, ça veut dire de cette manière. Parce que Gauss-Jordan, si vous appliquez ça, là il va mettre 1 et 0 en dessous, là il va mettre 1 et 0 en dessous, eh ben, vous aurez 1 et puis des 0 partout, et ça ne va pas vous faire avancer beaucoup, d'accord? Alors que là, c'est le truc normal d'un système d'équation, d'accord? Donc là, je vais sortir de là, si j'y arrive, voilà. Donc là, c'était pour vous présenter. Alors maintenant, la première chose, c'est retrouver le... non, il faut aller là. Voilà. Et voilà. Là, c'était pour vous présenter. Là, c'était pour vous présenter la différence qu'il y a entre plus de colonnes, on met A, plus de lignes, quand ça s'appelle comme ça R. Voilà. Car plus de lignes, là, on prend la transposée. Et j'espère que vous avez compris pourquoi je prends la transposée, simplement parce que la matrice ne serait pas présentée de manière correcte, alors que sa transposée, elle, est de manière correcte. D'accord? Voilà. Voilà. J'attendais d'avoir fait pour vous expliquer pourquoi il fallait mettre la transposée ici. Alors au début, moi, quand on met un R ici, au début, je l'ai fait de manière automatique, et ensuite, en réfléchissant, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée, puisque là, la matrice A, elle est bien présentée quand il y a plus de colonnes. Par contre, quand il y a plus de lignes, la matrice A n'étant pas bien présentée, on en prend la transposée. Donc là, c'est bon, hein, on a vu, c'est quoi? Oui, on a vu l'exemple. Donc c'est le... je ne sais plus lequel c'est. C3, voilà, c'est le premier exemple. Donc là, on va voir plus. Donc là, on va voir comment obtenir la matrice diagonale des valeurs singulières. Moi, je le donne en colonne. Là, on va voir comment obtenir la diagonale, celle qui est intéressante. Donc là, c'est notre matrice A. On va la copier pour vérifier l'exemple. Voilà. Donc on va... Ah, c'est dommage, là, elle est trop grande. C'est pas grave. Alors là, c'est notre matrice U qu'on vient de calculer. Là, c'est la matrice S que j'ai calculée en ligne, d'accord, où j'ai sur une colonne. Et là, c'est la matrice V. Et là, c'est justement quand on calcule S en colonne. Et là, j'obtiens la matrice diagonale en multipliant UT, c'est-à-dire le vecteur U, j'en prends la transposée, je multiplie par A et je multiplie par V et j'obtiens cette matrice diagonale qui normalement... Oh là, non. Ah, d'accord. Il faut garder... Donc... Voilà notre matrice diagonale. Là, encore une fois, des fois, il y a des petites erreurs, enfin, pas des erreurs de signe, mais enfin, oui, des erreurs de signe. Mais ce qui est étrange, c'est que malgré ces inversions de signes, on obtient toujours les bonnes valeurs. Par exemple, pour la matrice pseudo-inverse ou pour retrouver la matrice A. Donc là, il y a les 3 colonnes qui sont supplémentaires. Donc là, il y a 4 coefficients normal 20, 13, 5 et 36, voilà, ces trucs-là, qui correspondent aux 4 lignes de la matrice, et les 3 colonnes supplémentaires sont nulles, comme ici, les 3 colonnes supplémentaires sont nulles. D'accord? Moi aussi, là, quand j'ai calculé UT par SA. D'accord? Voilà. Donc c'est bon. Voilà. Alors là, on va fermer. Donc on voit ici, hein, pour calculer S, on multiplie par U, UT, pardon, multiplié par A,
et ensuite multiplié par V. Le résultat qu'on a là, on le multiplie par V et on obtient S2. Et S2, naturellement, c'est S. C'est ici que S2 est égal à S. Donc on va voir l'exemple suivant. Alors là, on va voir qu'en multipliant U par S et par la transposée de V, on retrouve A. C'est quelque chose d'intéressant puisque ici, on a factorisé la matrice A en 3 vecteurs, en gros, U, V et la matrice diagonale, et si j'inverse cette valeur-là, si j'inverse la matrice diagonale, en fait, quand je vais faire cette multiplication, je ne vais pas retrouver A, mais je vais retrouver l'inverse de A, d'accord? Donc ça, c'est intéressant à savoir. Ensuite, il faudra voir, je ne sais pas si... Non, pour les valeurs propres, vous vous rappelez, on a pu prendre la racine, le cosinus, le sinus, et on a trouvé la matrice des cosinus, des sinus et des trucs. Là, je ne suis pas sûr que ça fonctionne aussi bien avec les valeurs singulières. Enfin, c'est pas grave. Donc là, on va tester l'exemple. Donc ici, on a notre matrice A. Alors ici, j'ai calculé U, j'ai calculé V, j'ai calculé S. Et quand je fais la multiplication de U par S et par le transposé de T, je retrouve bien A. Donc on refait. Donc là, j'ai la matrice U, j'ai la matrice V, j'ai la matrice S, d'accord? Et quand je remultiplie U par S et par la transposée de V, je retrouve bien A. D'accord? Donc là, on va voir le code. Ben, le code, il est ici. Hein. Alors, je crois que peut-être même on l'a déjà vu. On multiplie U par S, d'accord? Et ensuite, on multiplie par VT et on obtient A. Et le petit a, c'est en fait égal au grand A, d'accord? On obtient les mêmes valeurs. Donc ici, on prend la transposée de VT. Alors, pour U et V, où c'est qu'il est calculé? Ici, on calcule U, d'accord? Avec A et grand A et pas le transposé, vous vous rappelez, parce qu'il y a plus de colonnes que de lignes, donc on utilise A. Si c'était l'inverse, il faudrait prendre la transposée de T, d'accord? Donc ici, on a la fonction qui nous calcule U, ici, c'est la fonction qui nous calcule V, d'accord? Ici, on prend la transposée de U. Pour avoir la matrice diagonale, vous vous rappelez, il faut multiplier la transposée de U par A et par V. Et là, on a la matrice diagonale, d'accord? La matrice que l'on truc. Voilà, donc là, on va revoir. Donc là, A, d'accord? Ici, c'est U. Vous vous rappelez la fonction qui donne U. Là, c'est la fonction qui donne V. Là, c'est la fonction, c'est la multiplication de UT par A et par V qui nous donne la matrice diagonale ici, cette matrice diagonale. Alors, il y a 3 lignes de 0 parce qu'il y a plus de lignes que de colonnes. Et donc, en fait, les valeurs singulières supplémentaires sont toutes nulles. Il n'y en a que 4. Si une matrice a 4 lignes, elle a 4 valeurs singulières. Si elle a 10 lignes, elle a 10 valeurs singulières. Et le nombre de colonnes, d'accord? Le nombre de colonnes, s'il y a plus de colonnes, eh bien, les valeurs singulières qui sont supplémentaires sont tout simplement nulles. D'accord? On voit ça, c'est nul. Et là, on voit que quand on prend A, et quand on prend A le calculant par rapport à U, à S et à VT, au transposé de V, on retrouve bien A, d'accord? Et on revoit bien qu'il y a, là, il n'y a pas de problème de signe, sinon ça serait embêtant. Donc là, c'est bon. Et maintenant, je crois qu'il ne nous reste plus que la valeur singulière. Alors, on est 3, oui. Maintenant, on va calculer la pseudo-inverse. Voilà. La pseudo-inverse. Alors, on va faire d'abord un exemple. Alors, pour octave, la pseudo-inverse, ça se tape comme ça. D'accord?
Donc ça ressemble à ça, c'est une matrice pseudo-inverse, d'accord? Alors, moi où j'en suis? Ah non, j'en suis là. Donc là, moi j'ai ma matrice A, d'accord? Je veux calculer sa pseudo-inverse. Donc je calcule sa pseudo-inverse, ça me donne ça. On va, hop. Ah, c'est trop petit. Voilà. Ensuite, il faut récupérer là. Voilà. Vous voyez, on obtient à peu près les mêmes valeurs. On obtient à peu près les mêmes valeurs. Hop. Voilà. Voilà. On obtient à peu près les mêmes valeurs. Je crois qu'il arrive parfois qu'il y a une inversion de signe aussi. Enfin, j'en vois partout des fois des inversions de signes, mais pas dans le résultat. C'est... Voilà. Là, je ne me rappelle plus si dans les pseudo-inverses, il y a aussi des inversions de signes, mais enfin, c'est pas grave. Et ce que l'on fait, alors quand on calcule la matrice pseudo-inverse d'une matrice qui a plus de colonnes que de lignes, on a A, on multiplie par l'inverse, par la pseudo-inverse, et on obtient la matrice identité. D'accord? Quand il y a plus de colonnes, quand il y a plus de lignes, il faut multiplier la pseudo-inverse par la gauche, et quand il y a plus de colonnes, c'est par la droite. Plus de lignes par la gauche, plus de colonnes par la droite. Et on obtient toujours la matrice identité. D'accord? Voilà. Oh ben, j'aurais pu en faire plusieurs quand même. Voilà. Et on obtient toujours, pas la peine de vérifier en quelque sorte les calculs, puisqu'on obtient bien la matrice identité. Donc on fait confiance. Voilà, on a la matrice identité. On a la matrice identité. Voilà. Parce qu'il y aurait vraiment peu de chances que si cette valeur-là n'était pas le pseudo-inverse de A, que l'on obtient la matrice identité. Sinon, on aurait eu le prix Nobel parce qu'on aurait inventé une nouvelle type de matrice qui donne la matrice identité. Voilà. Voilà. Voilà, donc là, ça marche. Maintenant, on va voir le code. Alors, comme d'habitude, ici, vous vous rappelez, on calcule le vecteur U, on calcule le vecteur V, U et V. Comme il y a plus de colonnes, la matrice est bien formée, on utilise A. Si on avait plus de lignes, ici il y avait un R, on mettrait la transposée de A, parce que la matrice A serait mal formée, ça serait une grande suite, une grande colonne, et avec avec beaucoup de lignes et peu de colonnes. Donc là, il faudrait la transposer, mais là c'est bon, hein, comme il y a plus de colonnes, on met A. Ici, c'est simplement l'algorithme qui permet de calculer la matrice diagonale, puisque moi j'ai pas de fonction qui calcule les matrices singulières J'ai donc fait à chaque fois le calcul ici. Je pourrais introduire une fonction qui fait ce travail, mais pour l'instant c'est pas d'actualité, comme on dit. Donc on multiplie par UT, on multiplie par B et par V, et on obtient la matrice diagonale avec les trois colonnes qui sont trucs. Donc ici, c'est la matrice qui permet de calculer la pseudo-inverse. Donc ici, s'il y avait S, on obtiendrait ici A. D'accord? Mais comme il n'y a pas S, il y a l'inverse de S, donc on obtient la matrice pseudo-inverse. Donc V multiplié par la matrice inverse des valeurs, la matrice diagonale des valeurs propres, on a inversé toutes les valeurs propres, donc c'est ici. Et ensuite on multiplie ici par UT et on obtient la matrice ici, que l'on affiche, je ne sais pas où c'est qu'on l'affiche, on l'affiche ici, d'accord? D'accord. Donc ici, c'est cette fonction qui va mettre comment ça s'appelle, qui va inverser les trucs. Alors là, je ne sais pas où est cette fonction. Alors pour la retrouver, vous faites A, virgule, d'accord? Donc là, vous avez rajouté un paramètre qui n'existe pas. Vous compilez,
Et là, il va vous dire que vous faites une erreur. Il va vous dire où est créée cette fonction. D'accord? Comme ça, s'il y a une fonction que vous ne savez pas où elle se trouve, on va refaire tout. Voilà. J'espère que... Je vais juste vérifier. Oui, non, c'est bon. J'ai eu peur que j'avais fait des bêtises. Donc, là, je vais supposer que cette fonction-là, d'accord? Donc, c'est cette fonction-là qui va transformer la matrice S en une matrice en son inverse. D'accord? Comme c'est une matrice diagonale, elle inverse juste les valeurs qui sont sur la diagonale. D'accord? Donc, je vais supposer que je ne sais pas où se trouve cette fonction. Donc, moi, je vous rajouter un paramètre. Bon, j'ai mis A, là maintenant je vais mettre B. Voilà. Je vais rajouter un paramètre. Donc, le compilateur va dire, vous avez mal écrit votre... voilà, il a dit, vous avez mal écrit votre fonction. Il y a un paramètre en trop. Et vous, ici, vous avez le nom du fichier. Donc, vous cliquez dessus et vous tombez sur le code de la fonction que vous voulez voir ici. D'accord? Donc, ça, c'est une manière d'aller vite. Alors, Z. Oh là, j'ai fait peut-être trop de Z encore. Oui, je fais trop de Z et après, il y a tout qui disparaît. Voilà. Donc, c'est une manière de retrouver rapidement la fonction. D'accord? Quand vous êtes un amateur et que vous ne savez pas comment font les professionnels. Donc là, vous avez donc votre fonction. En fait, c'est tout simplement, elle remplace sur la diagonale les valeurs S par l'inverse. Vous voyez, c'est tout simplement ça. Donc, on parcourt toute la matrice et on obtient sur la diagonale. D'accord? Là, c'est plus compliqué qu'une matrice truc parce que S n'est pas carré. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Et non, je ne peux pas vous le montrer avec cet exemple. Il faut que je choisisse un autre exemple. Celui-là, peut-être que S n'est pas carré dans celui-là. Peut-être qu'on va le voir directement. Alors là, par contre, il faut réduire la taille. Voilà. Voilà. S n'est pas carré. C'est une matrice. Je dis que c'est une matrice diagonale dans ce sens où il y a des diagonales. D'accord? Enfin, qu'il y a des valeurs sur la diagonale. Par contre, elle a plus de colonnes que de lignes. Ce n'est pas une matrice carrée. Donc moi, je dis par facilité que c'est une matrice diagonale dans le sens où toutes les valeurs sont sur la diagonale, mais comme elle n'est pas carrée, cela fait que le code est un peu plus compliqué puisqu'il faut tenir compte du fait qu'elle n'est pas carrée. On parcourt toute la matrice, mais la matrice n'est pas carrée. Donc c'est pour ça que ce n'est pas aussi simple qu'un simple code qui prendrait juste R et C et qui mettrait l'inverse sur les coefficients qui sont le truc. Donc là, on ne va pas étudier le code, mais c'est juste pour vous montrer la fonction et comment la récupérer. D'accord, je vous ai montré comment la récupérer. Donc là, on a vu... Oui, non, il n'y a rien de particulier. Donc on calcule U, on calcule V, on calcule S par la transposée de U, B, V, d'accord? Et ensuite, pour le pseudo-inverse, donc ici, on a S, on en prend l'inverse grâce à cette fonction-là, hein, celle qu'on a vue ici, hein, on voit vraiment qu'elle prend tout simplement l'inverse de S. Et ensuite, on multiplie, au lieu de multiplier par S, on multiplie par l'inverse et on obtient comme ça la pseudo. Et si on mettait S ici, on obtiendrait A, et si on met inverse, on obtient la pseudo. D'accord? Bon, c'est bon, hein, je pense qu'on a vu tout ce qu'il fallait voir. Oula. Oui, on a vu les trois trucs. Alors là, c'est avec 4 colonnes, d'accord? Alors, avec une colonne, il n'y a pas le problème de la dernière colonne qui ne ressemble pas à Octave. Avec une colonne, vous allez avoir exactement le même résultat qu'avec Octave. Parce que quand on rajoute une seule variable libre, tout se passe bien. Quand on verra l'affichage de la matrice, on verra que tout se passe bien. Les valeurs se calculent bien. Par contre, quand il y a plus d'une colonne, c'est-à-dire par exemple 2 ou 3, là, on s'aperçoit que au moment
il apparaît des zéros. Voilà. Je ne sais pas si j'ai choisi la bonne truc. Oui, voilà. Il apparaît des zéros ici qui n'arrivent pas à disparaître. D'accord? Il apparaît des zéros. Moi, je mets des zéros pour avoir des valeurs libres. D'accord? Donc, je construis ma matrice normale. Donc, je la résous. Donc, là, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, là, ça la résout. Et cette partie-là, c'est des variables libres. D'accord? C'est des variables libres. Et ces variables libres, je mets un 1 ici, un 1 ici et un 1 ici, et tout est à 0. Et malheureusement, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais quand je résous le système, je n'arrive pas à faire disparaître ces zéros. D'accord? Donc, c'est juste ça. C'est juste ça. Et c'est pour ça que ces trois coordonnées ne correspondent pas à ceux d'Octave. Par contre, ils ont les mêmes propriétés qu'Octave. C'est-à-dire que je crois que celui-là, c'est comment ça s'appelle? Un vecteur normalisé pour Octave, et mon vecteur, même s'il n'est pas le même, il est aussi normalisé. Enfin, il a toutes les propriétés qu'à Octave, qu'ont ceux d'Octave. Il permet d'obtenir la matrice A, il permet d'obtenir la matrice pseudo-inverse, mais ce n'est pas les mêmes valeurs. D'accord? Et je n'ai pas réussi à obtenir les mêmes valeurs qu'Octave, mais il fait le même travail qu'Octave. Voilà. Bon, ben, je pense que on a vu un petit peu tout. Alors ensuite, là, on va voir la matrice pseudo-inverse avec de grands coefficients et en pouvant choisir les valeurs. Bon, ben merci.